Nous en étions restés à la libération d'Henri II et de son frère aîné François. Et je vous disais que cette captivité avait profondément marqué le roi, son caractère, le futur roi, son caractère. Il a 10-11 ans, n'est-ce pas? C'est une longue captivité qui fait plus de 3 années. Il va en ressortir taciturne, méfiant, timide, sauvage, on dira même. Il ne rit jamais. François, qui est un petit peu plus grand, peut-être un peu plus mûr, va pouvoir, lui, supporter cette captivité, les conséquences de cette captivité. Cependant, pour Henri, ce sera plus marquant. Il gardera toujours une dent, et plus qu'une dent contre Charles Quint. Il refusera toujours toute compromission avec lui. Et c'est finalement, une fois que Charles Quint démissionne, si on peut s'exprimer ainsi, que Henri II veut bien traiter et faire la paix avec les successeurs de l'empereur. Henri va être lui aussi mûri et peut-être aigri primitivement. Du coup, il ne se plaît plus dans la société des enfants de son âge. Il va avoir toujours des amitiés de personnes âgées, avec des gentilshommes, des militaires, plus qu'avec les pages. Dieu sait s'il a un nombre impressionnant de pages dans sa suite royale. Mais c'est Jacques d'Albon de Saint-André qui va être, on pourrait dire, son ami, son confident, et aussi son mauvais génie. Il est beaucoup plus âgé que lui, il a une dizaine d'années de plus, hein. Il a 18 ans en 1530, c'est le fils cadet du gouverneur, donc d'un des gouverneurs des enfants de France. Il y en a 3, et c'est Jean d'Albon de Saint-André qui est le gouverneur de Henri. Le maréchal d'Humières étant celui de François, et M. de Varty le gouverneur de Charles, le dernier des frères. Donc c'est avec Jacques que Henri est spécialement ami, et avec lequel il fait des 400 coups. Jacques d'Albon de Saint-André a mauvaise influence sur Henri, recherche de plaisir, défi des dangers, n'est-ce pas? Donc on met sa vie au bout de ces jeux. Et donc Henri va être dans son adolescence mal impressionné par ce jeune d'Albon de Saint-André. Là, François Ier, en particulier, a voulu que l'éducation de ses fils, après la captivité, soit très libre, pour ne pas dire libérale, qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Voici ce que dit Jean de Ravenel: de quelque chose qu'il, le dauphin, veuille faire, bien ou mal, on lui contredit peu. Monsieur d'Humières lui en dit son avis, mais il n'en fait rien s'il ne lui plaît. Et dit que le roi veut qu'on les nourrit en cette liberté pour leur ôter la crainte de sujétion qu'ils ont eue en Espagne. Je fais grand doute, conclut Jean de Ravenel, qu'ils en vaudront rien de mieux. Ils sont élevés dans un milieu qui est un milieu extrêmement protégé, très pléthorique, un personnel qui va des médecins aux pages, de plusieurs centaines, on peut dire, de personnes, 3 médecins, 2 apothicaires, 3 chirurgiens, 5 barbiers, une trentaine de valets de chambre, une lingère, 5 lavandières. Chaque prince a son propre valet, son barbier, sa lingère. Et vous avez une ordonnance des journées qui est réglée par 8 gentilshommes avec 10 huissiers, 6 contrôleurs, 6 secrétaires,
le service de la fourrière, c'est-à-dire des meubles, tapis et autres objets qui meublent les châteaux, est composée donc cette fourrière de 29 membres qui se chargent donc des déplacements, déménagements, entretiens. 11 laquais et 2 valets pour chaque page, 23 écuyers, palefreniers, muletiers, maréchaux ferrants, et il y a ensuite les gens de métier, c'est-à-dire les artisans, qui s'occupent du matériel, on pourrait dire, 3 chaussetiers, un brodeur, 3 tapissiers, un orfèvre, un faiseur d'épée, un pelletier, donc le pelletier, celui qui s'occupe des pelisses, le pelletier, c'est un nom connu à l'époque, 3 tailleurs, un peintre. Donc voilà toute cette maison princière. Et pour terminer, eh bien, il y a ceux qui les initient à leur métier, pourrait-on dire, à leur état royal. Louis Prévost de Sansac commande à 7 fauconniers, c'est le maître en fauconnerie. C'est un nom connu, n'est-ce pas? Il porte de revenir. Jacques Prévost de Sansac. Et puis il y a Pierre de l'Étoile, qui est aussi un nom connu. Il y a un chroniqueur des guerres de religion qui s'appelle l'Étoile. Pierre de l'Étoile se charge et leur maître de leur apprendre à manier l'épée, maître à jouer de l'épée. Un maître à voltiger, Dominique Ariano. Donc c'est faire de la gymnastique, simplement, l'acrobatie. Et enfin, pour terminer, la cuisine, 119 personnes, dont 18 boulangers, 19 échansons, 49 pour la préparation des plats, 11 panetiers, 10 écuyers tranchants, donc qui coupent la viande et la présentent. Et enfin, donc 23 pages où enfant d'honneur. Donc on voit une maison fournie, chargée d'être au service de ces 3 princes, ce qui évidemment ne va pas favoriser leur esprit d'humilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout au-dessus de cette maison princière, nous avons Montmorency, grand maître, qui, au nom du roi, assure la surveillance et la bienveillance. On peut dire que François Ier veut absolument étendre sur ses 3 fils. Le maréchal de Brissac va ensuite succéder à Montmorency, Montmorency étant passé ministre principal, et puis donc il y a 3 gouverneurs, et pour terminer, monsieur de Saint-André va assurer le dernier, n'est-ce pas, la direction de cette maison royale, un très bon administrateur d'ailleurs, et un bon militaire. Il aura, semble-t-il, une influence intéressante sur ces 3 princes. Sur le plan religieux, 19 chapelains, donc c'est la vie de pratique quotidienne, messe, neuvaine, confession, une pratique qui est exigée par Montmorency, mais qui ne doit pas nous faire illusion. Henri II est pénétré des idées de la Réforme dans sa jeunesse. Avant 1534, à partir de 34, il va y avoir une évolution. Mais donc cette influence de Clément Marot est indubitable sur Henri II. Donc cette cour très brillante qui va être le milieu de vie d'Henri II. Le roi, le jeune prince, va être très frappé par, après cette captivité en Espagne, la mort de ses 2 frères. Le premier, donc, c'est François. Alors, il est d'autant plus frappé que François et Charles ont toujours été préférés par François Ier. Probablement à cause d'un caractère plus gai et plus compatible avec celui de leur père, grand humaniste,
même si Henri II est aussi un lecteur fervent des humanistes et qu'il va développer une culture très équivalente à celle de son père. Mais voilà, on a ses préférés, et bien sûr, parfois ces préférences ne sont pas justifiées. En tout cas, c'est sûr que c'est l'aîné, François, qui a les faveurs de François Ier, mais il va décéder accidentellement dans la nuit du 9 au 10 août 1536. François, qui est sérieux, bon, prudent, qui est duc de Bretagne et qui va être très apprécié par les Bretons, c'est dire ses qualités, il rappelait Louis XII. Et voilà qu'il attrape un chaud et froid après une chasse ou un exercice sportif un petit peu endiablé, donc couvert de sueur, il rentre chez un pavillon de chasse avec ses frères, et puis là il prend un coup de froid dans la nuit, il meurt. Alors ça c'est un coup qui est très dur, il a 18 ans, et Henri évidemment va accuser le coup, alors Henri qui devient du coup le successeur. Puis ce sera le tour de Charles, duc d'Angoulême, qui sera ensuite duc d'Orléans, et qui va décéder le 9 septembre 1545. Bon, Charles qui va prendre la place de François dans la pensée et dans l'affection de François Ier, mais qui n'était pas destiné à régner, et qui d'ailleurs a toujours entretenu une certaine jalousie vis-à-vis de ses aînés. Il meurt d'épidémie. Voilà. Coup sur coup, n'est-ce pas, voilà qui ne peut que frapper ce caractère, on pourrait dire déjà triste d'Henri II. Par ailleurs, si on doit cerner son intelligence, elle n'est pas brillante, elle est plutôt lente, mais elle est ferme. Il tient à ses idées, et on le verra, il mènera les guerres d'Italie autant qu'il le pourra. Il sera toujours acharné contre Charles Quint, en particulier en 1544, alors que François Ier évolue, lui, de son côté, et noue la paix de Créqui avec Charles Quint. Cette paix de Créqui renverse ses alliances. 10 ans auparavant, François Ier a passé avec les Ottomans les capitulations, c'est-à-dire les chapitres, une suite d'accords qui fait du roi François Ier le protecteur des chrétiens d'Orient. Et cette influence de la France sur l'Orient durera d'ailleurs jusqu'à la perte de la Syrie en 1941. Mais donc, on l'a vu, n'est-ce pas, changement, un certain essoufflement, et puis changement d'influence des maîtresses. Finalement, il se rapproche de Charles Quint et noue une alliance avec lui contre les Ottomans, dont il doit percevoir, et il a raison, le danger pour l'Occident. Ceci, Henri II ne le supporte pas. Le futur Henri II ne le supporte pas. Donc, il est opposé à ce traité de Créqui. Il tient à ses idées aussi parce qu'il est fidèle en amitié. Il va garder donc Montmorency comme ministre principal. Il va aussi être fidèle à sa maîtresse. On pourrait presque dire qu'il a été doublement fidèle et à sa femme et à sa maîtresse. Comment est-ce possible? C'est possible parce qu'il y a un caractère un peu sentimental. Il est triste, il est refermé sur lui-même, timide, et il est sentimental. Les choses sont assez souvent liées. Et en particulier, il y a l'influence d'un roman qui va le marquer dans sa jeunesse,
et qui explique en quelque sorte sa manière d'être. Il s'agit de Amadis de Gaulle, le nom du roman, qui est composé déjà depuis un certain temps par Garcia Ordóñez de Montalvo. C'est en 1490. C'est inspiré de ces romans de chevalerie médiévaux, et en particulier de Tristan, de Lancelot du Lac, le chevalier de la table ronde. Alors, l'intrigue est très pétillante. Vous avez un damoiselle de la mer, la mer, l'océan, qui a été abandonné par sa mère, triste situation, mais qui est fils de roi, et qui doit reconquérir son royaume à travers des aventures les plus folles les unes que les autres, mais toujours pour de justes causes. Un désespoir amoureux va finir d'ailleurs par le rejeter vers l'ermitage, il se fait anachorète. Et c'est, n'est-ce pas, le beau ténébreux. Il n'agit pas seul, il est bien sûr aidé par des phénomènes surnaturels, et en particulier une fée qui veille sur lui, la fée Urgande. Et cette fée Urgande, eh bien en fait, c'est sa maîtresse, Diane de Poitiers. Alors, en fait, on se retrouve face à un ménage à trois. Donc, François Ier, très tôt, a poussé son fils à se rapprocher de Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, veuve de Louis de Brézé, qui a 20 ans de plus que notre beau ténébreux Henri II. Diane de Poitiers, c'est la fée Urgande. C'est une femme qui a beaucoup de qualités. Elle est intelligente, douée, première en tout, comme on dit, volontaire, aimable, bonne conseillère. Et elle va d'ailleurs pousser au mariage de Henri, son amant, avec donc Catherine de Médicis, un mariage qui est politique. François Ier vise une alliance avec les Médicis, banquier, pape, parce que c'est un Médicis, Clément VII, qui est sur le trône de Rome, et puis, donc, maître de la Toscane. D'où ce mariage du 28 octobre 1533. Elle est toute jeune, Catherine de Médicis, elle a 13 ans. Elle est aussi une femme enjouée. Henri II l'aimera, elle lui donnera 10 enfants entre 1544 et 1566. Oui, vous avez vu, les naissances viennent après 10 ans de mariage. Et ces difficultés de concevoir et de mettre au monde ont été levées, dit-on, par appel à des filtres, la magie, l'alchimie, et puis surtout peut-être un médecin un peu plus efficace que les autres, Louis de Bourges. Parmi les 10 enfants, 2 seront en très bonne santé, donc il y a une légende des Valois fin de race qui n'est pas si juste, si vrai que cela. Henri III et Marguerite de Valois.
Donc, d'un côté Catherine de Médicis, de l'autre côté Diane de Poitiers et Henri qui s'accommode bien, n'est-ce pas, de cette situation. Diane de Poitiers va d'ailleurs s'accorder tout à fait au caractère du roi, puisqu'elle est très opposée, elle aussi, à Charles Quint. Voilà, si on fait un point final, si vous voulez, sur le caractère et sur la jeunesse et sur la formation de notre roi, je vous citerai le roi Ladurie, un historien qui est plutôt un historien des mentalités, qui n'est pas tout à fait de notre manière de penser, mais qui qualifie, c'est assez juste, notre roi de jeune homme grave et plein de force. Oui, plein de force, il ne s'effraie pas de devoir régner, il va régner à 28 ans, et c'est très, très exactement un grand roi, un roi moderne, vraiment c'est un roi moderne qui continue l'œuvre de François Ier, mais avec peut-être plus de précision, d'organisation, et il pose vraiment les bases de la royauté moderne qui permettront à la royauté de résister à ces guerres de religion qui sont en fait des guerres civiles et à moitié des guerres féodales classiques, des grands révoltés contre l'autorité centrale, contre l'autorité royale, l'autorité capétienne. Un dernier mot sur la cour de Henri II. C'est une cour qui est tout à fait au niveau de la cour de François Ier, une cour brillante, une cour italienne. Elle est dominée par le poète Luigi Allamani, deux amis, et par un éditeur vénitien, Gabriel Giglito, qui, comme tous les éditeurs, est un humaniste, est un homme cultivé. Les éditeurs lisaient les livres, les appréciaient pour pouvoir les éditer. Gabriel Giglito, en particulier, va faire connaître à Henri II le livre de l'Arioste, Orlando Furioso, dont s'inspire un peu, on pourrait dire, Henri II dans sa politique. Ensuite, je me permets de vous indiquer Saint-Gelais. Alors, une précision, le trait d'union n'est mis entre Saint et puis le nom qui suit que pour des noms de famille, Saint-Exupéry, des monuments, Notre-Dame de Paris, des congrégations, la congrégation de Saint-Sulpice. Sinon, quand on parle du personnage qui est Saint Ignace de Loyola, on met une minuscule toujours à Saint, et puis il n'y a pas de trait d'union avec le nom qui suit, avec le prénom qui suit. Donc Saint-Gelais, et puis lecture de plusieurs ouvrages d'humanistes. Il y a Erasme, il y a Budet, il y a Rabelais, il y a Lefebvre d'Étaples, dont nous avons déjà parlé. Voilà, cette cour de Henri II, cette cour de François Ier, et puis qui va devenir la cour d'Henri II, est alimentée par 1,5 million par an de livres, dont 300 000 sont pour l'entretien, le revenu personnel d'Henri II, 300 000 pour les femmes, 200 000 sont donnés en appointement, en pension, 150 000 c'est la chasse, et puis 50 000 pour le vêtement et 50 000 pour la nourriture, pour la cuisine. Voilà. Et puis ensuite le reste du fauteuil. Donc une cour riche, pléthorique, un roi turbulent,
mais d'une certaine manière charmant, et finalement devenant vraiment l'homme fort dont a besoin la France.